Rencontre de la boutique, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une boutique de DVD qui existe depuis une quinzaine d'années. Nous sommes également éditeurs de DVD. Régulièrement, depuis une dizaine d'années, on accueille de manière hebdomadaire des réalisateurs, des critiques, des écrivains. On profite de la sortie de DVD pour faire venir le cinéphile, en fait, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse, parce que l'idée c'est aussi de faire le lien avec la boutique, avec ce qu'on a dans les bacs et les films qu'on propose. Vous achetiez les gars à la fin. Non, c'est pas voilà. C'est déjà fait. Alors, l'idée, c'est de parler de cinéphilie, parler d'un film précisément. Puis après, il y a une petite dédicace ici, là, si tu veux bien te prêter au jeu, Rebecca. Une petite séance dédicace pour les gens qui veulent bien acheter le DVD. On ne force personne. Bien sûr. Donc ce soir, on est très heureux d'avoir Rebecca Zlotowski, qui nous fait le plaisir de venir. C'est vrai que moi, je te le disais avant, moi j'avais énormément aimé, comme tous tes films, mais j'avais eu un petit crush pour Une fille facile. Bon, ça ne s'était pas fait, j'avais noté ce rendez-vous et je suis très heureux donc, que tu viennes pour ce film-là, parce que ce soir on est là pour parler des enfants des autres. Donc ce film qui sort en DVD là ces jours-ci et qui était une très, très heureuse surprise. On va en parler dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, moi j'aime toujours poser à l'invité c'est un peu ses origines de cinéphile, une première image ou un premier souvenir de cinéma ou de film. Qui te revient comme ça, un premier contact avec soit la salle de cinéma ou soit l'image. Je vais être nulle, c'est ce que je sens, c'est plein de comment dire, il va falloir être forte en référence, en exemple, genre ça c'est comme... Mais, et en plus c'est assez difficile, c'est une question, je plaisante d'abord, je suis très contente d'être avec vous. Je suis heureuse de venir chez Potemkin. C'est un endroit qui m'est cher pour le travail que vous faites et pour aussi quelque chose de matériel avec le DVD qui me plaît, les bonus et le plaisir de se rencontrer entre cinéphiles. Donc merci d'être là. Je suis pas bonne en fait à répondre à cette question parce que j'ai la sensation que dans la génération dans laquelle je suis née, le contact avec l'image, il est extrêmement mobile. En fait, moi je fais partie d'une génération qui n'est pas allée chercher les images. J'ai pas eu besoin d'aller à la cinémathèque pour voir des rétrospectives, j'ai pas eu besoin d'aller au cinéma pour voir et revoir le film qui me plaisait. Si bien que je voyais vraiment les choses dans l'écran de la télévision, qui était assez présente chez moi, mais pas sur des programmes exclusivement de qualité non plus. Donc en fait, j'ai eu une espèce de lien d'abord au lieu où était la télévision dans ma maison, qui était un endroit... un peu à l'écart, c'était pas dans le salon, mais c'était dans une espèce de bureau. Évidemment, il fallait tricher pour y avoir accès, donc ça la rendait très désirable. Je crois même qu'à un moment, mon père a mis un verrou sur la télévision. C'était bon, ce genre de truc pathétique, mais qui raconte quand même notre obsession avec ma sœur. Et je me souviens peut-être que mon premier contact, il y aurait comme ça, comme deux approches. Une approche du cinéma comme un art noble, et une approche de l'image comme une libido et un plaisir. Et le cinéma comme art noble, c'est parce que je prenais le maximum d'options que je pouvais avoir en fait au lycée. Donc ça commençait à 8h du matin, ça terminait à 18h. Je pense que j'avais pas très envie de rentrer chez moi, même si j'adore mon père et que c'est vraiment... il a fait ce qu'il pouvait. Mais j'étais contente d'être à l'école, moi. J'étais contente. Donc en fait, le premier contact, c'est un contact studieux. Et je sais que c'est décevant de dire ça parce que souvent les cinéphiles se disent c'est génial, les artistes ils doivent avoir des débuts... de vocation, quoi. Mais moi, pas du tout. J'avais un début un peu scolaire. Donc je voyais à l'option cinéma de mon lycée, au lycée Buffon, dirigé par Annie Rosenman. On allait à la Maison du Geste et de l'Image, métro Châtelet, devant la Fontaine des Innocents. On faisait des petits films qui doivent être des catastrophes. Je peux même pas imaginer ce que ça devait être. Et j'allais au Forum des Images, qui était un lieu hyper chaleureux et qui était un lieu accueillant, dans lequel je pouvais voir des films sur Paris. Je me souviens de ces grands fauteuils, etc. Donc j'ai commencé en fait comme quelque chose d'un peu universitaire, j'allais dire académique, et on voyait les films de Fritz Lang, on voyait les films de Satyajit Ray. Donc ça c'est mon premier contact, c'est vraiment relou de le dire, mais mon premier contact avec le cinéma, c'était ces immenses metteurs en scène. Et en fait mon contact avec l'image, évidemment il a eu lieu avant, et c'était du clip, c'était MTV qui était en boucle parce que j'adorais voir
Je me souviens d'une émotion devant le clip de Batman par Tim Burton. Oui. Et ça, vraiment, ce Tim Burton-là, je me souviens que je me disais, c'est pas que du clip, c'est pas que de l'image, c'est pas que de la musique. Il y a aussi quelque chose qui circule, qui m'excite, qui me donne envie de le regarder plein de fois. Et je pense que c'était un peu érotique même. Il y a vraiment, c'est un clip génial qui dure des heures et des heures. Oui, qui dure un quart d'heure, voilà, avec bon. Et donc voilà. Ça a fait partie je dirais, MTV, Canal Jimmy, qui est une chaîne vraiment du câble qui m'a beaucoup marqué, qui importait en fait des séries américaines et qui importait des séries et des films américains. Je me souviens avoir vu Twin Peaks peut-être sur Canal Jimmy à ce moment-là, un été. C'était une chaîne hertzienne en fait, Twin Peaks. Oui, mais c'est sur la 5, non? Ça passait sur la 5, c'est ça? Je me souviens de cet été-là, où Twin Peaks est passé, la série, et où mon père m'a dit tu peux la regarder. Il fallait l'autorisation. Non, donc voilà. Non, mais tu es pas du tout, on n'est pas du tout dans une hiérarchisation comme ça de culture noble, de cinéphile noble ou populaire. Il y a énormément de personnes de nos générations qui se sont fait leur cinéphilie, bon, évidemment le petit écran et qui ont eu leur premier coup de cœur et après tout ça s'est ouvert. Mais évidemment, donc, on fait partie de cette même génération-là. Les images venaient à nous, quoi. Mais complètement, et il y avait vraiment des propositions de qualité aussi, hein. C'est pas du tout... ton rapport à l'objet aussi, DVD peut-être, aujourd'hui ou pas du tout? Je vais dire un truc qui va vraiment me faire basculer immédiatement, quoi. Mais je disais, moi c'était des VHS, quoi, donc c'est vraiment... je peux lâcher ce micro et disparaître et surtout si c'est filmé, c'est vraiment pas sympa. Mais c'est vrai qu'en fait l'objet, moi, c'était la VHS. C'est que j'avais... Donc je venais d'une famille qui n'était pas une famille de cinéphiles. Je viens d'une famille, comme dirait Bourdieu, avec un capital culturel, donc c'était quand même... Il y avait beaucoup de livres, il y avait de l'attention, la télé, c'était pas sur TF1 en permanence, ou la 5 de Berlusconi, quand on regardait vraiment des idioties à la télévision, nos parents nous en voulaient. Enfin, c'était pas le paradigme, mais c'était pas non plus des cinéphiles. J'allais pas au cinéma avec mes parents, ils m'emmenaient pas à la cinémathèque, ils me montraient pas des films qui étaient des grands classiques, c'était pas ça. En revanche, ils avaient un magnétoscope, et comme en plus on habitait au rez-de-chaussée, c'était un magnétoscope qui était volé très souvent, à l'époque des vols de magnétoscope bien sûr, le vol du magnétoscope, le vol de l'autoradio, ce qui est quand même, quand on y pense, avec le mec qui prenait l'autoradio dans la voiture et tout, c'est super touchant. Le mec allait à un rendez-vous avec son autoradio, j'avais un cousin qui faisait ça, bon. J'ai pensé pour toi, Pierre. Elle était bien cette époque. Au resto avec un mec, un date, qui avait ce truc. Il y avait des trucs pour les porter d'ailleurs. Bien sûr, il y avait des trucs pour les porter, il y avait des trucs pour les conserver, quoi. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? Oui, parce qu'on enregistre et ça nous fait une captation plus claire. Et le magnétoscope enregistrait, voilà, de temps en temps, des programmes qui étaient des programmes qui pouvaient être des programmes qui allaient dans le sens des intérêts parentaux, évidemment. Donc c'était l'intégralité de Shoah 2. Voilà, merci. Genre, ça, c'était là. C'était très présent. Shoah 1, 2, 3, 4, 5, parce que c'était long. Donc ça a été fait, ça a été transmis, merci. Mais le reste, c'était pas foufou, quoi. Et donc il y avait des films qui imaginaient être, je pense, des films pour enfants. Et donc se côtoyer, je pense, en vrai, j'avais accès à la libido de mes parents. Donc il y avait d'un côté Les Damnés de Visconti, Portier de nuit, Rêve rencontre. Je vous raconte les trucs là que j'ai là vraiment, j'ai une espèce de flash. Et puis à côté, c'était Ghostbusters, Podane et La Barbe Bleue. Et en fait, La Barbe Bleue, c'était un film de télévision, réalisé par un homme de télévision, mais je le cite très souvent parce que c'est vraiment constitutif de ma psyché et d'un imaginaire un peu baroque. Et c'était avec Samy Frey. Et c'était une adaptation de ce conte. Vous l'avez vu? Qui l'a vu ici ou qui en entend? C'est un truc de télé qui n'est pas très connu alors que c'était vraiment fort. Et Samy Frey dedans, donc bon, voilà... grosse rencontre érotique dans ma vie, la voix de Samy Frey, la perspective que Samy Frey puisse exister, j'étais comme ça, fascinée, je regardais le film et tout. Et sur un personnage qui est un personnage voilà, d'ogre, d'emprise sexuelle, un truc très étrange. Et en même temps, c'était comme un conte qui synthétisait d'autres contes, et qui synthétisait Le Petit Pousset, etc., avec Sabine Autepin aussi. Et ce film-là m'a beaucoup marqué. Et je crois que mes parents ne se sont pas rendus compte que c'était un film d'horreur. Et clairement, je le regardais en boucle et que c'était épouvantable. C'était vraiment... Ça se terminait, il y avait toutes les chambres interdites, évidemment la clé tachée de sang, tout était remis en scène avec une espèce de décor très... comment dire, très Dogville, quoi. Il y avait quelque chose de... Minimaliste. Ouais, au-delà de minimaliste, c'était théâtralisé, très assumé.
en très découpé. C'était un très beau décor et en même temps très astucieux. Et au cœur de ça, il y avait du sang, quoi. Barbe Et, bleue ouais. avec Sami Frey. Barbe bleue avec On Sami va faire Frey, des il recherches. s'appelle Alain Ferrari, le D'accord. réalisateur. Ok. Ok. Je me tourne vers Hugues Chervagnan, qui est le plus grand cinéphile de mon internet, qui peut-être doit connaître parce qu'il connaît tout. Mais donc voilà, le film est très beau. Donc voilà, se côtoyer ça, et ça c'était un peu l'apprentissage. Et l'objet, pour répondre à ta question, c'était la VHS. Et je me souviens vraiment de ça. Et donc ce côté très analogique, en fait, en tous les cas très, très physique. Ouais, Oui, vraiment. à fétichiser aussi. Ouais. Après, j'ai pas du tout été. J'ai beaucoup déménagé, pas quand j'étais enfant, mais quand j'étais jeune femme. Je suis partie tôt de chez mes parents. Donc tu t'es pas encombré de cartons du tout. VHS. Non, moi c'était les livres. Je prenais les livres avec moi, j'avais besoin d'avoir des livres dans ma maison. Mais alors en même temps, je dis ça, mais dans l'endroit où je travaille maintenant, qui est vraiment un endroit qui est important pour moi, un bureau, j'ai énormément de DVD. C'est l'endroit où j'ai mis tous mes DVD parce que, comme une espèce de bibliothèque invisible, enfin, ça n'existe plus intérieur. Ouais. Ouais. Je les regarde jamais, par exemple. Bon, tu parles Désolé. Non, mais. Désolé. Tu parles beaucoup de livres. Tu as fait un petit rappel bio quand même. Tu as fait l'ENS Saint-Cloud, tu es agrégé de lettres. Fontenay, Saint-Cloud, ça n'existait plus déjà, merci. D'accord, d'accord, pardon, je t'ai dit. Fontenay, j'ai pris 42 ans à Et donc, après la grecque, donc de lettres, tu intègres la FEMIS. Oui. D'accord. En scénario. En scénario, d'accord. Qu'est-ce qu'on apprend à la FEMIS en scénario qui t'arme encore aujourd'hui ou qui est un peu dans ton sac à dos comme ça de réalisatrice et de scénariste parce que bien sûr. Ouais. Bah alors. Au-delà de rencontrer des gens, au-delà de rencontrer une famille de cinéma. Bah c'est plutôt ça. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on est tellement. Moi j'appartiens tellement à cette tradition d'auteur-réalisateur vraiment héritée de la nouvelle vague, qui fait qu'on avait presque de la méfiance, de la défiance envers le manuel du scénario. À tort d'ailleurs, parce que moi j'adore apprendre des trucs et astuces. Par exemple, j'ai un souvenir, je me souviens donc, je les cite puisque tu me poses la question, c'était comment ça s'appelle, les directeurs du département, c'était Yves Thomas, qui a coécrit beaucoup avec Patricia Mazui, notamment Saint-Cyr, qui est un film que j'adore, et Marie-Geneviève Ripaud, qui je crois n'avait rien fait, ou très peu. Et c'était intéressant parce qu'elle était pas aimée par les élèves, les étudiants, je sens. Il y avait des espèces de cabales contre elle. Parce qu'elle n'était pas, j'allais dire, en moulin à la FEMIS. Et c'était un personnage qui était vraiment technicienne quoi, du scénario. Et moi qui étais. Donc, tu as rappelé mon parcours, qui est un parcours très universitaire, très académique, très, très bon élève, très bon soldat. J'avais toujours une espèce de rapport, moi, à l'enseignement qui était respectueux. Je me disais, bon. A priori, ils savent un peu plus que moi à ce moment-là, donc j'écoutais, je faisais mon... Mais j'avoue que pendant 4 ans, ce que j'ai appris vraiment, précisément, c'était quand je rencontrais des gens qui fabriquaient le cinéma. Et très rapidement, je me suis détournée du manuel du scénariste, donc les Truby, les Maquis, c'est des manuels de scénario que vous connaissez peut-être, ce sont des manuels très vendus, très connus, qui sont vraiment des... Mais quoi, mais on arrive à en tirer quelque chose quand même, j'imagine. Toujours, tu tires toujours quelque chose d'un... Moi, ce que je fais, c'est. Même il y a ce jeu-là de cartes qui est le jeu de Brian Eno, où on tire des cartes qui vous racontent quelque chose. Quand on est en train d'écrire un scénario, c'est qui? C'est Buñuel et Carrière qui racontaient quand même qu'ils jouaient au dé certains scénarios. Moi, j'ai rencontré c'est Jean-Claude Carrière. Oui, qui est Buñuel, oui, bien sûr. Et je l'ai rencontré à la fin de sa vie, et on avait commencé à se parler un peu comme ça d'un film, parce qu'il était dans mon quartier, à côté de Pigalle, et il me racontait que il se jouait au dé. Je sais pas si ça me semble être un peu du mythe. Ça me semble être un peu du mythe, mais ça peut coller mais aussi au cinéma de Buñuel. Voilà, donc il y a des moments en fait où on est tellement ouvert au champ des possibles quand on écrit qu'on se dit n'importe quoi qui va restreindre ce truc-là peut être bon à prendre. Alors, et les gens que j'ai rencontrés qui m'ont aidé, c'était Olivier Laurel, je me souviens de cet intervenant c'est un scénariste de Bouchareb qui est assez fort, et je me souviens qu'il invoquait beaucoup la vodka. Il disait voilà, alors selon Maître Smirnoff, ça je sais pas, j'ai un souvenir, j'étais hyper heureuse d'avoir ces cours. Pardon, j'en profite parce qu'on est en plus en petit comité pour vraiment faire un exercice d'admiration de ceux qui m'ont transmis. Quoi. Lui m'a transmis, il disait le conflit intérieur est toujours plus fort qu'un conflit extérieur pour un personnage. Il disait il vaut mieux, on a une espèce de captatio benevolentiae des 15 premières minutes, donc de l'incipit de votre film, où on peut tout acheter.
Donc là, c'est le moment de faire un gros coup de force de scénario que personne ne va contester après. Même si vous n'avez pas la réponse, c'est le moment de le faire, c'est dans les 10 premières minutes ou les 15 premières minutes. Après, on va vous poser des questions, on va vous dire mais pourquoi le personnage agit comme ça? Il y a une règle qui marche toujours avec un personnage, c'est de lui faire dire j'ai mes raisons. Renoir, chacun des personnages. Non mais même de le dire, de formuler pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as Ah oui, cambriolé. d'accord, oui. J'ai mes raisons. C'est génial, c'est une espèce d'avant-film un peu fictif. Bon, il disait ça marche toujours. Quand on vous dit pourquoi le personnage agit comme ça, je donne mes trucs hein, là tout, je suis là pour aller. C'est comme, il faut jamais dire ce genre de truc, après vous allez voir mes films et dire ah d'accord, j'ai mes raisons, dit-elle. C'est vraiment, elle était piégée là, elle était à sec. Mais donc voilà, donc j'ai peu appris en fait en technique, mais à tort, parce que si je viens d'une autre génération, je pense qu'aujourd'hui, à la Fémis, et j'y vais vendredi, on est quel jour? J'y vais la semaine prochaine. Et je sens que les étudiants seront différents. Je sens que les étudiants, ils ont connu l'école de la série, l'école du scénariste roi, etc., etc., et qui se sont un peu décontractés par rapport au côté réalisateur inspiré, qui doit écrire un scénario avec 2 scènes qui ne se suivent pas, la psychologie, c'est pas bien, etc. Moi, je venais encore de cette génération-là qui, et par décennies, il y a des choses qui sont évacuées par les étudiants. Il y a une décennie où c'est la sociologie qui est pas bien, il y a une décennie où c'est la psychologie qui est pas bien, il y a une décennie où c'est... Et en vrai, moi j'aime tout. C'est-à-dire que je trouve qu'il faut faire feu de tout bois, de la psychologie, de la sociologie, de la psychanalyse et du roman, quoi. Enfin tout ça, ça m'intéresse. Et qui sont tes contemporains, tes conscrits qu'est-ce que c'est conscrits? J'aime bien la tôle. J'aime bien la mission. Non mais dans ta promo... Alors dans ma promo, il y avait... Qu'on identifie un peu aussi... Je dirais un petit peu... Enfin, dans la Fémis, pas ma promo elle-même. Ma promo elle-même, c'était Marie Machukeli, qui a fait Party Girl. Elle a eu la caméra d'or avec Party Girl, qu'elle a co-réalisé avec Samuel Teiss et Claire Burger. Elle, c'était vraiment j'allais dire, ma partenaire en team scénario, puisque quand on était dans le département, on se voyait comme ça pendant des années. Il y avait Loïc Barrère, mais bon, c'est des scénaristes qu'on identifie moins que des réalisateurs. En réalisation, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui sont sortis de cette promo, à part, j'allais dire, voilà, nous, Marie, à nouveau, des gens qui étaient en scénario. Et je m'excuse si jamais il y en a que j'ai oublié. Oui, tu me parlais de Julia Alors, du coup, Julia, elle était une promo au-dessous de moi. Moi, j'étais 18e, elle était 19. Il y avait aussi Elie Wajman dans sa promo. Au-dessus, en fait, quand on est dans une école, c'est terrible, mais on voit surtout, on connaît ceux qui sont au-dessus, et ceux qui sont au-dessus, ils ne connaissent pas ceux qui sont... Il y a un petit côté... C'est comme au collège, quoi. Voilà, c'est comme au collège, dans la cour de récré. Même si Julia, je la connaissais bien, puisque sa mère est ma gynécologue. Était. Ah bah j'y vais ou pas? On est dans la langue de bois ou on se dit la veine? Et que sa grande sœur était l'une de mes meilleures amies, bon, voilà. Donc tout ça c'est un on fera un lien avec Frédéric Wiseman évidemment. Bien sûr. Qui joue le gynécologue dans mon film. Céline Sciamma était dans cette promo, Jean-Baptiste Delaubier par Awan était dans la promo de Céline, qui était 2 au-dessus, et j'ai rencontré Teddy Lucie Modeste avec qui j'ai travaillé par la suite, j'ai écrit ses films. D'accord. Qui était encore une promo au-dessus de Céline. D'accord. Est-ce que je rate des gens qui ont fait des... Non, mais c'est pas... C'est identifier aussi voilà. des générations. C'est la génération, ouais. C'est vraiment Céline Sciamma dont j'ai vu le film de fin d'études. J'ai assisté en fait à sa soutenance de fin d'études de Sénat. Elle était en scénario aussi. Tout ça, c'est des gens en scénario. Hein. D'accord. Vajman, Ducournau, Sciamma et moi, on était en Scénar. Il y a le fameux truc de gens rentrent par le scénario pour finir réalisateur. Souvent, il y a plus de gens de scénario pour réalisation que réalisation. Mais tu sais pourquoi? Pourquoi il y a plus de scénaristes? Parce que le système de financement du cinéma français, il se repose sur le scénario. Il repose sur l'écrit. Donc quand tu sors de la Fémis avec un scénario déjà écrit, tu as plus de chances d'être produit rapidement, parce que les producteurs se disent génial, j'ai même pas de développement à faire. Ils ont développé pendant 1 an un scénario. Évidemment, derrière, tu retravailles ad lib, tu vois, tu retravailles 652 années ton scénario de premier long. Mais en vrai, ils ont quand même une espèce de première, tu vois, ils le développent pas. Et c'est pour ça, je pense que... Et aussi, je pense qu'après, d'un point de vue peut-être psychologique, je pense que tu as beaucoup moins de pression quand tu es en scénario qu'en réalisation. Et que tu te sens moins attendu, tu te sens moins regardé, et tu es plus libre. Tu parles aussi de toi comme héritière un peu voilà, d'une façon de travailler de la nouvelle vague pour aller vite, mais en même temps, la nouvelle vague a une façon de s'affranchir aussi Quand je dis héritière, c'est sur le rapport au scénario. D'accord, oui, mais c'est-à-dire un scénario qui tient sur une page et le matin, voilà. Toi, dans ta méthode de travail, Non, parce que
Pardon, je te laisse terminer non, ta phrase. non, mais dans ta méthode de travail, comment tu intègres mais ça? Je vois pas je vois pas la nouvelle vague comme ça non plus. En fait, je dirais pour être schématique, c'est que d'un côté il y avait des techniciens du scénario auxquels je ne m'identifiais pas, et de l'autre des écrivains et des gens qui écrivaient auxquels je m'identifiais. Et c'était aussi lié à mon rapport à la littérature parce que j'aimais ça. Et je venais de la littérature. C'était vraiment ma langue, c'était mon champ de représentation initial. Et donc, et encore aujourd'hui, je fais plus confiance à des romanciers pour écrire avec moi qu'à des scénaristes de profession qui parfois peuvent me faire peur ou me complexer. Parce que je me dis, tiens, moi j'ai pas les mêmes. Et où me sembler mécanique parfois. Ça, c'est quand je suis un peu critique. Mais il y a évidemment des scénaristes de profession qui sont exceptionnels et qui sont très inspirés. Et par exemple, c'est vrai que là, c'est pas un hasard si je travaille avec Sabri Louata, qui est un romancier. Quand j'ai fait Les Sauvages, c'était vraiment son roman qui m'a intéressé. Et on a perdu Maxime, évidemment, t'es trop petit, t'en as marre. T'en as marre. Non, mais on discute encore une petite demi-heure, un petit peu, et puis après. C'était plus ça, c'est plus le rapport à l'écriture. Voilà. Alors, j'ai pas rappelé ta filmographie, donc 2010, Belle Épine, 2013, Une fille facile en 2019, et tu parlais des Sauvages, une série, donc un format série, donc une écriture différente, j'imagine. Pour toi, quelque chose de nouveau? Parle-nous peut-être de ça, justement. Comment, alors, nouveau, je sais pas si nouveau que ça pour moi. Mini-série. Ouais, c'était une mini-série, donc c'était comme un très long film. Ouais. Avec... j'ai pas renversé mon mode de fonctionnement pour cette série. Ouais. Ni dans la façon de tourner, ni dans la façon d'écrire. Il y avait un truc un peu marrant qui était qu'on devait terminer parce que ce que les scénaristes de télé appellent les cliffs. C'est-à-dire on doit terminer par une espèce de truc qui retient le spectateur, qui doit le tenir en haleine. Et ça, c'est intéressant à trouver parce que c'est exactement ce dont on ne nous demande absolument pas de faire au cinéma. Mais j'allais dire que, et surtout j'ai découvert quelque chose, c'est que j'ai découvert qu'il fallait être très efficace au cinéma et pas à la télévision. C'est-à-dire que curieusement, on a tendance à dire en télé, il faut être très efficace, etc. Mais c'est pas vrai. En télé, on a énormément de temps pour présenter un personnage. Vous le voyez, vous les voyez les séries. Souvent, les gens vous disent, les 2 premiers épisodes, laisse tomber, après ça devient intéressant. C'est qu'en fait, pendant 2 épisodes, on a le droit de faire rien, de faire du blanc, de rester très longtemps avec les personnages, de les suivre dans des scènes du quotidien, ultra triviales, qui vont bien installer le personnage, qui vont bien installer la situation. Le cinéma, pas du tout. Vous faites ça pendant 25 minutes, vous allez immédiatement à la case... je vais dire un truc, comment je peux faire pour ne pas dire du mal ni d'une institution, ni de quelque chose en disant ça. Bref, c'est mort, ça n'intéresse pas les gens, c'est pas super, on vous dit on s'emmerde, etc. Et donc, finalement, ça m'a appris quelque chose sur l'écriture du cinéma ça m'a renseigné sur l'efficacité dans laquelle on était au cinéma. Sur le fait que chaque scène doit en même temps avoir du sens et en même temps ne pas être trop stabilo-bossé parce que sinon on se dit, ah d'accord, ok, c'est comme une bombe c'est une bombe à retardement, une scène avec un peu de sens au cinéma. On se dit que c'est vachement surligné. Elle va retrouver son père. D'accord, ok. Donc c'est quoi l'histoire? C'est quoi le trauma? Alors qu'au cinéma, on peut avoir des scènes qui ne disent rien. En série, des scènes qui ne disent rien. Et ça, j'ai adoré. J'ai trouvé ça limite expérimental. Bon, il se trouve que c'était une série d'action dans laquelle on n'en a pas beaucoup d'essais parce que c'était l'action qui m'avait fait kiffer, qui me donnait envie, etc. Mais bon, voilà, c'était en tous les cas en termes d'écriture, c'était certainement pas une écriture noble d'un côté, une écriture dégradée et ou plus efficace et ou machin. C'était vraiment la même façon d'avancer, sauf qu'on avait plus de personnages, plus de temps, plus de... Pas une écriture noble ou dégradée, mais c'est vrai qu'il y a une technique série, il y a un rythme série qu'on retrouve quand même, qui est un peu plaqué, qui commence à être une grammaire comme ça, qui est enseignée à la Fémis d'ailleurs. Comment construire un personnage, comment avoir un pic, voilà. Oui, mais tu vois que les séries qui nous intéressent, enfin moi qui m'intéresse le plus ces derniers temps, sont des séries de metteurs en scène. Mais oui, bien sûr. En fait, ce qui est intéressant, c'est moi je pense qu'enfin, là on est un peu dans un post-moment, peut-être les années 80-90, HBO. Ah, formidable, des auteurs peuvent aussi être des scénaristes, mais ça en France on le sait depuis 1 million d'années, on le sait depuis les années 50. Donc aux États-Unis ils se sont rendus compte. Quand même. Non, mais ni Les Sopranos, ni Angela 15 ans, qui est moi l'une des séries que j'ai adoré, qui est une mini-série géniale. Claire Danes, qui l'a déjà vu cette... Les filles, bien sûr. Jared Leto, premier rôle de Jared Leto, mais genre en crush total. Bon. Et Claire Danes, premier rôle de Claire Danes, qui avait ce physique étonnant, qui était ni belle ni moche, et vraiment qui arrivait avec
comme ce qu'ont fait les séries, c'est-à-dire des physiques qui nous bouleversaient, auxquelles on s'identifiait, qui n'étaient pas aussi belles que les actrices de cinéma, dans l'espèce de corps gracile, j'allais dire, quelqu'un comme Marine Vact, qui est une espèce de beauté absolue. En série, on peut se permettre d'avoir des actrices qui ne sont pas exclusivement aussi gracieuses et belles, etc. Et pour parler d'une actrice que j'aime bien. Et maintenant je me méfie comme tout est filmé. Qu'est-ce qu'elle a dit sur moi? Pourquoi? Non mais si c'est de dire qu'elle est trop belle, ça va, je pense qu'elle va s'en remettre. Donc ça c'était vraiment en série les choses qui me... Non, les séries d'auteurs. Les séries d'auteurs, oui, pardon. Et aujourd'hui... Quelqu'un veut un verre? J'en peux plus de m'entendre après. Non mais tu as le droit de boire. Je suis hyper loquace, donc il y a un buzzer là, vous m'arrêtez dès que mais on est là pour t'écouter. C'était quoi ta question au départ? C'était les séries d'auteurs. Les séries d'auteurs, non, mais le fait que les séries soient un peu normées, soient un peu toutes uniformisées. Et que en fait, ce qu'on adore, c'est maintenant le voilà. contraire. Moi, les séries qui m'ont plu ces derniers temps, c'est Euphoria, White Lotus, qui sont des séries, elles sont bien écrites, mais en vérité, c'est la mise en scène, c'est l'interprétation qui nous plaît. C'est une espèce de tonalité et de mise en scène qui est excitante. Et surtout Euphoria, qui est vraiment, sinon c'est Beverly Hills. C'est un Beverly Hills un peu trash. Oui, c'est une sorte de, je dirais, Melrose Place. Alors, non mais bon, pour les connaisseurs, merci. Mais voilà, ça n'a aucun intérêt qui est sorti avec le petit ami qui, bon, voilà, c'est pas non plus foufou. C'est vraiment la mise en scène. Mais c'est ce qui se passe aussi dans Euphoria. C'est ce que je t'ai dit. Dans Euphoria, le scénario ne vaut pas tant. Je pense que la série, pour moi, en tous les cas, ça n'engage que moi, vaut vraiment pour une espèce d'exaltation dans la mise en scène, une inspiration dans la mise en scène. Quoi. Il y a quelque chose de très maniériste aussi, quand ça se transforme en une sorte de clip. Moi j'aime bien, j'achète. Effectivement, est-ce que je l'achèterais au cinéma? Je sais pas. J'ai vu son film, tu l'as vu? Non. Le film qui s'appelle... C'est Sam Levinson? Ouais, Sam Levinson. Non, un autre, deux noms. Cette rencontre entre... C'est un film vraiment quasiment... C'est avec Zendaya aussi. Sur Netflix, en noir et blanc. En noir et blanc. Assassination Nation, c'est pas sur lui, c'était assez fort. Ah, c'est les deux prénoms, ouais, Mary quelque chose. Et qui était pas mal, moi, je trouve. Hein. Malcolm et Mary. Ouais, c'est ça. Et j'ai trouvé ça pas mal. Mais effectivement, je trouve que la série... Moi, le special de la série, quand ils sont dans le diner tous les deux, c'est cette espèce d'épisode en plus de bonus, avec vraiment, ils sont face à face. Donc l'enjeu de mise en scène est quand même délicat, c'est-à-dire c'est vraiment quasiment un chant contre chant, avec un enjeu de dialogue très fort. Et là, je trouve que c'est magnifique. Et à l'image, la couleur. Je connais pas son chef opérateur, mais je me souviens avoir cherché une ou deux fois en me disant, même si le meilleur est toujours Georges Le Chaptois, et que je ne changerai pas et tout ça, mais c'est vrai que... Ouais, je trouve que c'est plus... Donc là, voilà, je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, à ces scénaristes qui sont tant appelés par les plateformes, y compris françaises, qui arrivent avec un tout petit peu de retard en survalorisant beaucoup les scénaristes, je trouve qu'il faut aussi dire, attendez, ce que vous cherchez, ce qui s'est passé, ce qui vous a séduit chez HBO, c'est que vous aviez des auteurs, c'était pas des scénaristes pour le scénario, c'était pas votre petit scénario qui doit faire sens, etc. Parce qu'à la fin, ce sera jeté à la poubelle quand même, le scénario. Est-ce qu'en France, parce que les références qui nous viennent, c'est des références américaines, est-ce qu'en France on est capable de ça, de cette audace, de cette créativité, de ce qu'a su faire HBO par exemple toi, ça te semble évidemment oui, ou j'ai l'impression qu'on est toujours un peu à la remorque on est en avance sur un truc et en retard sur d'autres. C'est pas la même culture, quoi. Enfin, on peut pas... je trouve que ce qu'a fait HBO, et là ce que continue de faire HBO, c'est... pour l'instant, ça me semble... On est quand même... Mais quand tu regardes le Bureau des légendes, qui est quand même, je crois, là, réadapté par... Qui est-ce qui en a acheté les droits? C'est George Clooney qui va en faire une série. Je sais que Michael Mann le citait comme sa série préférée. Moi, je trouve ça très fort, le Bureau des légendes. Je trouve ça hyper beau, et je trouve que c'est beau dans sa manière de... Dans l'écriture, c'est beau, géopolitiquement, c'est beau. L'image, elle est bien. Les acteurs que ça a révélé, ça m'intéresse. Voir Louis Garrel dans le Bureau des légendes, c'est quand même super marrant. Ça réinterprète Louis Garrel. Mais c'est marrant de voir Rochant aussi partir des Patriotes. On sent qu'il y a une sorte de quelque chose, une sorte d'obsession comme ça. Le type, il ne lâche pas quoi, pendant des années. Et il ne peut pas le faire au cinéma, il le fait en série. Je trouve ça... Ouais, complètement. Mais c'est encore une fois très personnel et très... Oui, et en même temps, il a aussi une équipe d'écriture. Camille de Castelnau a une place prépondérante dans cette room d'écriture. Et Camille de Castelnau, qui est partie d'ailleurs en showrun pour une série avec Virginie Fira, c'est pour ça que je connais son projet, parce que c'est un projet qui vient d'être fini d'être tourné, et qui a été coproduit par Rochant, qui lui a demandé... Enfin voilà, il y a vraiment des liens. Après, elle en parlera mieux que moi. Elle était à la Fémis avec moi aussi. Camille de Castelnau. C'est avec les scénaristes qui travaillent beaucoup, elle en fait partie.
c'est vraiment j'allais dire une star d'écriture de scénario et pour la télévision, et c'est vraiment la première de cordée du Bureau des légendes. Ouais. Oui, donc Il y a vraiment un lien très fort. Ouais. Alors, donc, Les Sauvages, rencontre avec Roche Dizem, tu le rencontres sur cette série. Ouais, oui. Et je l'avais rencontré un peu avant. Tu as envie de vous parler ensemble, d'adapter le roman de Romain Gary, oui. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Et alors raconte-nous ça. Déjà cette envie-là, et puis cette envie qui bifurque. Grosse bifurcation, petite bifurcation. Voilà. Petit rond-point, je dirais petit rond-point dans le... Roman de Gary, que je conseille à tout le monde, évidemment. Ouais, j'allais dire, qui est-ce qui connaît ce roman? Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Vous l'avez pas. Donc c'est un roman de Romain Gary que moi je trouve magnifique, qui est l'histoire d'un... C'est assez autobiographique. Ouais, mais il paraît que non. Ah. Alors j'arrêtais pas de dire, incroyable, comme il déconstruit sa virilité, il raconte qu'il n'a plus d'érection. Et quelqu'un qui connaît bien Romain, enfin qui connaît bien, un spécialiste de Romain Gary m'a dit, est-ce que tu as entendu quand même cette émission sur France Culture où il dit absolument l'inverse de ce que tu dis depuis des mois dans tes interviews? Là, bien sûr, je l'ai entendu. Ça m'intéresse. Donc voilà, donc je pense que c'est une connerie que je dis, mais en tous les cas, c'est effectivement, ça ressemble à quelque chose en tous les cas de très personnel, qui est la crainte que peut avoir un homme à l'approche, au tournant de la cinquantaine ou soixantaine, de plus avoir d'érection, donc de plus être capable d'avoir du plaisir, d'avoir une relation sexuelle avec sa très jeune compagne qui a 30 ans ou 20 ans de moins que lui et qui est une brésilienne, mais autonome, indépendante. Enfin, il y a quelque chose d'assez... C'est pas comment dire... Le roman parvient, malgré les générations qui sont passées et qui nous racontent que ces relations-là pourraient être regardées aujourd'hui par le prisme d'un post-MeToo qui les rendrait un peu moins, j'allais dire, bandantes. Mais le roman parvient à maintenir la relation dans ce qu'elle a de beau, de frais, de sincère, d'un amour sincère partagé. Et notamment, je pense, parce qu'il y a un capital économique très fort chez la jeune femme. Elle est riche, elle est riche, elle est indépendante, elle n'a pas non plus 17 ans, elle en a, je crois que dans le roman, elle en a une petite trentaine. Et donc, en tous les cas, à la lecture du roman, ça ne m'avait pas choqué. Et il entreprend, en fait, de se stimuler par des fantasmes qui sont des fantasmes qui aujourd'hui nous paraissent très banals, mais bon bref, ils mobilisent des fantasmes d'un homme un peu délinquant qui viendrait coucher avec sa compagne et ça lui permet d'avoir une érection. Ok. Et en vrai, c'est le... Ok. Et c'est intéressant parce que... Mais non, mais c'est intéressant parce que c'est cet homme qui convoque dans ses rêveries fantasmatiques, c'est un homme espagnol. Et évidemment, la reconfiguration de ce fantasme, en France en 2023, ce serait un homme arabe, avec une espèce de puissance phallique de l'homme arabe qui vient coucher avec les femmes, qui est séduisant, etc. Parce qu'il va, dans le roman, il va à Pigalle, à Barbès, rencontrer des hommes, etc. pour rabattre ça. Est-ce que c'est devenu sordide cette conversation ou est-ce que ça vous plaît toujours ou est-ce que je vous ai toujours avec moi? Mais moi personnellement j'adore le roman, mais quand je le raconte, je ne donne pas du tout envie. En vrai, c'est vraiment bien. Et le roman, ce qui est génial, c'est que c'est un roman sur vraiment cette crainte-là d'un homme. Et il en parle, et sur une amitié entre un homme et une femme, parce que tout ça, c'est par amour. Et finalement, comment ils vont franchir ce cap-là. Rushdie me parle, on est devenus copains après les Sauvages, et il me dit, voilà, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Je lui dis, je lis ça. Il me dit, incroyable, je lis ça moi aussi. Ah oui, d'accord. Okay. Ah mais ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Ah oui, okay. On se parle du roman qu'on est en train de lire en ce moment. Je lui dis, c'est incroyable, j'ai mis longtemps à arriver à Romain Gary. Et j'adore, et il me dit, c'est incroyable, et écoute, il se trouve que je suis en train de le lire, et des producteurs m'ont proposé de l'adapter, moi, réalisateur. Moi, je dis un truc que je n'avais pas dit, mais effectivement, c'est Rushdie qui devait le réaliser, et il me dit, mais moi, ça m'intéresse 10 fois plus d'être regardé par toi pour le jouer. Et Rushdie, à ce moment-là, il est au climax de sa... Il l'est toujours, il l'est de plus en plus, mais là, c'était vraiment son année, quoi. C'était l'année du Desplechin, où il était dans Roubaix et Lumière, l'année de son César, une année où il a une espèce de reconnaissance, voilà, Lumière. Et il se dit, je vais jouer le rôle d'un impuissant. Et je lui dis, c'est très intéressant. Je pars avec Et je pensais au Bel Antonio avec Mastroianni, qui était le moment de sa carrière, pareil, où il n'a pas eu peur de faire ce type de move, quoi. Et je pars avec ça, les confinements arrivent, la pandémie. Et je n'arrive pas à adapter le truc. Je l'adapte un peu, il y a un film qui existe, que je vois en VHS, qui n'existe qu'une VHS de ce film, qui est une première adaptation du roman, qui est tellement nul que ça décroche mon désir. Et je vois, et puis je me rends compte que ça n'est pas le sujet, que le sujet me confronte beaucoup plus personnellement. J'essaie de comprendre ce qui m'a séduit dans le roman, et ce qui m'a séduit, c'est un personnage qui se sent impuissant, et là, ça devient le point de départ des Enfants des Autres, qui est sorti là il y a quelques mois. Donc le personnage bascule sur le personnage féminin. Qu'est-ce que c'est
être cette femme-là dans une belle quarantaine, une femme sans enfant, tout ce personnage un peu, pas maltraité au cinéma, mais ce personnage de la belle-mère, quoi, de la marâtre, comme ça, moi, je sais pas, de mémoire, je ne sais pas s'il y a vraiment de beaux personnages de ce qui ont été proposés par des réalisateurs. Ah non, justement. Et c'est assez drôle parce que je faisais venir il y a quelques mois à la boutique, je ne sais pas si tu as lu le bouquin de Muriel Joudet qui s'appelle La seconde femme. Non, j'avais très envie, Voilà. J'avais hyper envie. Et c'est, Elle en parle elle parle en fait elle prend toute une galerie, une poignée de comédiennes, Nicole Kidman, Huppert, Gina Rowlands, Joan Crawford. Elle parle comment elles ont évolué, comment elles ont négocié en fait ce passage-là. Ouais, C'est-à-dire comment elles l'ont anticipé ou comment elles l'ont accompagné et à travers leur rôle. Qu'est-ce que c'est de devenir une femme de 40 ans, 50 ans, qui ne peut plus avoir d'enfants, qui vieillit, qui est confrontée au désir ou non des hommes, et tout ça. Et c'est un bouquin assez passionnant, mais qui parle plus de leur filmographie. Ouais. Mais bon, c'est cette bascule-là. Et qui parle de elle en tant qu'actrice et pas en tant que personnage. Enfin, ça se Si, confond évidemment. les deux se confondent, mais comment en fait leur filmographie ont cette cohérence-là, ont une certaine cohérence, qu'elles ont choisi ou pas. Alors c'est intéressant quand elle parle de Crawford, qui elle a choisi très tôt de s'en les dire, a choisi d'anticiper en fait ce moment de bascule pour pas avoir à le subir quelque part, de la part des studios, de la part des réalisateurs, tout ça. Ouais. Bien sûr, Parenthèse fermée. Voilà. Et donc on a parlé de ça, et donc voilà, toi tu le mets en scène, tu l'incarnes et tu l'écris. Sur un autre, disons que c'était pas, comment dire, je savais pas que Crawford c'était en lady pour devancer l'appel, je veux dire. En fait, moi je trouve qu'une femme âgée, elle est pas moche, elle est pas laide. Non, d'une certaine manière, Virginie Efira, elle l'a fait aussi. Hein. Dans 20 ans d'écart, elle joue déjà une femme de 40 ans alors qu'elle avait 35 ans. Oui, c'est la seule actrice qui a compris qu'en se vieillissant, elle allait avoir des rôles, enfin en acceptant quelque chose sur laquelle une autre actrice aurait pu avoir un peu de coquetterie, qui serait de dire attendez, j'y suis pas encore, la mollo, elle s'est dit ok, génial, le rôle est bien, bon bah c'est pour une fille de 40 ans, j'en ai 34-35, allez, c'est pas grave, je vais pas mal le prendre, on y va. Et donc elle a incarné, et donc c'est pour ça aussi qu'elle a une dizaine d'années, ça fait une dizaine d'années qu'elle joue les femmes de 40 ans, c'est qu'en fait elle a 40 ans depuis qu'elle a 35 ans. Donc ça fait d'elle une femme qui a eu une espèce de. qui a incarné, inventé une décennie qui était une décennie effectivement plutôt mal aimée chez les femmes, qui était plutôt le moment, et je pense que Joudet a dû identifier ça aussi, qui était le moment où les femmes actrices avaient de moins en moins de rôles, de moins en moins regardées. Et chez Virginie Efira, c'est le moment qui l'a fait émerger, qui l'a fait naître. Ce qui explique deux choses. D'abord, c'est qu'elle est ces rôles-là, enfin, à répétition dans sa décennie, et aussi qu'elle soit comme neuve pour nous. Donc on se demande, mais comment c'est possible de tourner autant de films, d'être toujours autant aimé, c'est qu'en fait, c'est récent. Et c'est pas comme une actrice, comme la difficulté quand on est, et le génie d'Isabelle Huppert par exemple, c'est d'avoir émergé si jeune et de continuer d'être désirable 30, 40, je sais pas, une trentaine d'années après, alors qu'on a été projeté, regardé, qu'on a accompagné la vie des uns et des autres. Virginie, oui et non, parce qu'en fait elle a accompagné la vie de la télévision, du programme pop, mais au cinéma en fait les rôles ça a 7-8 ans. Donc c'est ça, c'est la seule femme actrice de 40 ans qui peut se dire je suis récente, c'est neuf, etc. Et peut-être il y a d'autres actrices comme ça. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir, d'aller chercher des actrices de théâtre ou des nouveaux visages. Je pense que c'est ça aussi qui se passe au cinéma quand on a besoin de ce qu'on appelle des new faces. C'est-à-dire des gens qui, à un moment, vont incarner et qui n'auront pas le poids de leur grâce enfantine, quoi. Parce qu'on la connaît pas, la grâce enfantine de Virginie, qui a dû sacrément exister, je pense. Mais d'ailleurs, de temps en temps, elle me parle de ces petites vidéos en Belgique où elle faisait des interviews. Elle me disait écoute, je portais des couettes avec des trucs bizarres et je rêve de les voir, mais il y a une part de moi qui n'a pas envie de le voir, mais qui a envie de le voir. Moi, je suis dans ce moment de combat là pour l'instant. Mais Virginie Efira s'est imposée tout de suite, toi, à l'écriture, ou très rapidement? Très rapidement. Je trouve qu'il y avait un détour, j'avais sa prosodie en tête en fait. J'avais déjà écrit un film en fait, en pensant à elle. Mais je m'autorisais pas, je la trouvais quasi trop émouvante en fait, Virginie Efira. Elle me faisait peur de sentimentalité, quoi. Il faut être opérationnel pour être face à une actrice comme elle qui va vous émouvoir, quoi, parce que tout le monde... Et je le dis avec tout le... Enfin, je vénère Léa Seydoux. Et il y a aussi quelque chose chez Léa Seydoux qui est très mystérieux et qui n'est pas dans une émotion directe. C'est un autre type d'actrice.
Et donc se diriger vers une femme comme Léa, c'est pas du tout pareil que se diriger vers une femme comme Virginie, comme une actrice comme Virginie. Et donc voilà, c'est d'autres moments, bon, là c'était pas le cas pour le film, il n'y avait pas de question, c'était pas du tout entre ces deux actrices ou ces trois actrices que ça pouvait se jouer, mais elle s'est imposée très vite, ouais. J'avais très envie, très vite, et puis ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler avec elle, et je me sentais prête à ça, et j'avais envie de travailler avec des gens que j'aimais bien. Je sortais du confinement, j'avais envie de travailler avec des gens avec qui j'aimais passer du temps, avec qui j'aimais prendre des verres, avec qui j'aimais aller au café, avec qui j'aimais me réveiller. Le matin, je ne me répète pas de réveiller le matin. Non, mais aller au travail le matin. Mais donc Rochdy, Virginie, et c'est des acteurs, enfin voilà, j'ai la chance de pouvoir les contacter, donc autant les employer là-dessus. Mais sur cette idée de personnage invisible à la quarantaine, oui, j'ai réalisé, et là, on est entre cinéphiles, donc il y a 2-3 rôles de belle-mère qui étaient un peu super. C'est les rôles dans Old Jazz de Bob Fosse, qui a un rôle mais qui est tellement annexe, c'est pas du tout le rôle principal, tu t'en souviens même pas alors que tu connais le film. Et c'est une scène qui est très belle où elle danse avec la fille de comment il s'appelle, Roy Scheider, merci. Et je vais lancer des petits tests comme ça pour voir si je fais semblant de pas m'en souvenir, mais voilà. Et la scène est super belle, elles sont toutes les deux, elles font un spectacle de danse. Tu t'en souviens pas? Non, plus bien. Elles descendent les escaliers comme ça, elles lui font une espèce de petite pantomime, bon, belle scène, mais voilà, c'est pas l'héroïne. Et sinon, voilà, il y a quelques femmes comme ça qui gravitent. Dans Shoot the Moon d'Alan Parker, il y a une femme qui est super, dont on sent que c'est la nouvelle compagne d'Alfinet. Ouais. Non, c'est pas cher. Ah non, je comprends. Mais elle lui ressemble un peu, je suis d'accord. Mais donc voilà, et elle est super, mais pareil, elle existe à peine dans le film. Donc voilà, ça n'existait pas en héroïne, ça c'est vrai. Comment est-ce que... Alors, j'ai l'impression, c'est ce que tu as dit dans pas mal d'interviews, mais que c'est un film où tu as mis beaucoup de toi, beaucoup de ton parcours, et peut-être pour une première fois, tu mêles de l'intime et de la fiction. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à trouver le bon dosage, et comment, en fait, j'ai l'impression que le film est aussi presque un documentaire sur cette femme-là, presque sur Ephira elle-même, une façon de filmer des moments de rien, des moments de... Comment est-ce que tu construis ça dramatiquement, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des moments où on la laisse. Moi, je trouve qu'il n'y a peut-être pas assez de moments où on la laisse vraiment respirer. À nouveau, c'est ce que je racontais au cinéma. Il n'y a pas de scène pas efficace. Là, tout le film, franchement, il est lancé vers le. Ah ouais. Bon, j'aurais aimé faire tourner la caméra et la regarder parce que ça suffit. Oui. Elle est vraiment super impressionnante, Virginie Fira. Alors, je reformule. Je trouve que le film est vraiment structuré comme une sorte de prise d'image, mais de ses réactions. C'est comme si si tu la bombardais, comme si c'était un atome, tu la bombardais d'électrons, d'émotions, de tragédie, et de scruter comme ça, de regarder. Quand elle se retourne derrière vous l'avez vu le film? Vous l'avez pas encore vu? Parce qu'il y a... si vous avez l'occasion de le voir, c'est vrai qu'elle est hallucinante quand même. Ensuite, c'est ce moment où elle se retourne, elle laisse partir une petite fille, comment ne pas spoiler le truc, bon, et elle se retourne, et là vraiment, je repense très souvent à ce plan. Pourtant, j'ai vraiment eu la chance, je travaille avec des super actrices, mais là, ce plan-là, je sais pas comment elle a fait. Et pour la part autobiographique, oui, j'y suis allée... De toutes les façons, je me suis dit, on a toujours honte de faire un film, mais autant avoir honte de raconter un truc vraiment perso. Voilà, celui-ci, il fallait le faire comme ça, et j'ai pas eu honte. Et puis après, bon, est arrivé un moment où on décolle quand même. Voilà, c'est ça. Hein. Mais c'est pas dans la honte ou dans l'impudeur, mais c'est de se dire... D'autant que c'est quand même assez distant. En fait. Voilà, c'est ça. Comment trouver la distance assez comme juste? j'ai pas de fétichisme, moi, de mon autobiographie. C'est-à-dire que je me dis pas, c'est super intéressant parce que je l'ai vécu. C'est juste que c'est plus intéressant parce que je le connais. Donc voilà, c'est tout. C'est plutôt les personnages, je les trouvais plus faciles à écrire, plus faciles à tourner avec mon propre père, qui coûtait moins d'argent, qui était plus disponible, plus facile à tourner sur des lieux que je connaissais très bien. Mais je suis allée très loin en fait, même je crois que vous avez pas idée. En fait, j'ai tourné dans les chambres d'hôtel dans lesquelles je suis allée, genre. Ah oui, d'accord. C'est qui ton père dans le film? C'est le père de Virginie Fira. Celui qui joue le père. Et il s'appelle Michel Zlotowski. Et, on n'a pas une grosse ressemblance, non sauf certains matins où j'ai vraiment trop picolé. Je me dis ça, j'en sens un peu. Merci pour les rires. Est-ce que tu voulais montrer un extrait, c'est ça? Non, non, mais alors déjà s'il y avait des questions, non, mais s'il y avait des questions ou des, voilà, moi j'en ai plein, j'ai de questions. Mais... Ah oui. Oui.
Bonjour. J'ai trouvé intéressant ce que disait Manfred. J'ai lu un bel article sur vous dans Télérama il y a quelques semaines, où vous disiez que chaque film, ça correspond à une expérience que vous avez vécue ou souhaitée. J'ai trouvé ça intéressant. Et en tant que documentariste, est-ce que réaliser un film de fiction, c'est finalement mettre en scène un documentaire? Bah oui, c'était la phrase de c'est toujours un documentaire sur un visage. Mais Je connais pas cette phrase, mais... c'est qui? C'est Godard. Ah oui. Ça marche toujours, hein. Voilà, C'est Jean-Luc Godard qui disait, voilà. Un film est toujours le documentaire sur un visage. Hein. Je pense, d'ailleurs, moi, même quand j'étais universitaire, j'étais passionnée par le documentaire. C'est ça que j'étudiais et que j'enseignais. C'est-à-dire comment on écrit du scénario documentaire, comment on écrit quelque chose qui doit advenir. Ouais. Comment écrire quelque chose qui n'est pas encore arrivé, qu'on souhaite voir arriver et qu'on ne peut pas fabriquer puisque c'est censé être la réalité. Ça, j'adorais. Et qu'on a en face des gens de télévision qui vous disent mais attendez, ça... Qu'est-ce que tu veux dire, ça n'a pas existé, etc. Infernal. Ça, j'ai pas connu. Mais je l'ai étudié comme quelqu'un, voilà, moi j'étais passionnée par Robert Kramer, par les frères Melz, par... voilà. Donc ça, c'était vraiment... ça, c'est vraiment... Greg Arden. Ah bah, Greg Arden, Non, mais c'est... Moi, je suis folle de ce film. Et surtout... Et puis là, pour le coup, les personnages de... Donc dans Grey Garden, c'est deux cousines des Kennedy qui habitent dans les Hamptons et qui ont une maison qui doit valoir à l'Argus des milliards de dollars, mais qui vivent comme des clochardes et qui sont totalement déclassées, qui sont des femmes totalement... Avec une fantaisie voilà, dingue, ça a été remis, fantaisie totale. Il y a l'un des personnages qui a une espèce de rapport à la mode génial. Mais je m'éloigne un peu de ta question, hein, mais je vais y revenir peut-être pas. Là, il y a une petite digression. Et c'est Drew Barrymore qui l'a adapté en série, en mini-série pour HBO d'ailleurs. C'est devenu. Mais des frères Melz, moi ce que j'adore, c'est Gimme Shelter. C'est le film en fait, une espèce de tragédie sur les Stones, ouais. Sur la fin. Pour moi, c'est vraiment la fin de l'utopie hippie, capturée par les frères Melz. C'est le concert d'Altamont en 69 avec ce Hells Angels qui assassine en fait un gamin dans le truc. Sur le devant de la scène. Ouais. Sur le devant de la scène quasiment, et donc là d'un coup, tout le monde se prend redescente quoi. Ah oui, ça fait descendre tout le monde d'un coup. Surtout dans l'état où ils étaient. Dans l'état où ils étaient, voilà. Et ça, le film, je le trouve vraiment merveilleux. C'est un film qui m'a vraiment marqué, vraiment, je pense, qui a fait de moi la cinéphile que je suis, tout ça. Et ta question, c'était est-ce qu'il y a une expérience? Oui, je pense que chaque film, c'est une espèce, c'est soit incantatoire, soit expiatoire, soit c'est la vie un peu parallèle, fantasmée qu'on n'a pas eue et qu'on aimerait avoir, soit c'est celle qu'on n'a pas eue et qu'on est contente de ne pas avoir. Mais c'est un vivier. Ce qui est génial avec la fiction, c'est que tu vas écrire la vie que tu n'as pas le courage d'avoir dans ta vie civile. C'est ça quand même, c'est pour ça que j'aime de plus en plus les héros et de moins en moins les anti-héros, quoi. Voilà, là, cette vie-là, ça aurait pu être ma vie. Cette vie d'une femme qui est enseignante, moi j'ai été prof, mais j'ai démissionné. Elle n'a pas démissionné. C'est une femme qui, à 40 ans, a vécu une vie remplie amoureusement, mais qui n'a pas eu d'enfant. Et ben voilà, c'est pas cette femme-là non plus que j'aurais été. Puisqu'au moment où je fabrique le film, j'attends un enfant. Donc vous vivez ça comme une espèce de mise à distance. Vous vivez ça comme une expérience à chaque fois. Et dont le père de cet enfant vient d'arriver au fond de ça là maintenant, donc c'est pas possible de tenir mon sérieux. C'est sympa d'être venu. Donc voilà, et c'est effectivement des expériences qui sont des expériences un vivier, quoi. Un vivier, c'est entre la boîte à outils, le vivier d'expérience. Après, ça demande énormément d'argent aux gens de le faire, donc il ne faut pas non plus que ce soit juste une expérience thérapeutique pour se projeter dans un truc sympathique à 4, à 5 ou 6 ou 7, 8 millions d'euros de budget. Dans mon cas, c'est plutôt 3, mais bon, voilà, ça peut valoir cher. D'accord, merci. Alors, tu dois toujours partir à 20h, hein. Donc j'avais quelques questions encore. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas si on passera l'extrait du film parce qu'il faut le temps de la dédicace et tout ça. Si tu veux. Alors, non, attends. Mais vas-y, prends ton temps, j'ai rendez-vous à côté. D'accord, ok. Alors j'aime bien une phrase que dit Ephiraz cite Flaubert en disant pour qu'une chose soit intéressante, il suffit qu'elle soit regardée longtemps. Ouais. J'aime bien ça. Et c'est très Flaubert et en même temps. Moi je trouve que ça suffit pas. Mais ce personnage-là, moi je trouve qu'il y a vraiment quelque chose par rapport au film. Genre on la scrute, on regarde ce qui se passe, on regarde ses réactions. Moi j'ai en souvenir cette scène à la Camargue à cheval et je me suis dit mais c'est incroyable comme en 2-3 plans on construit presque une héroïne. Tout de suite, il y a quelque chose comme ça où cette femme, quelque part, c'est une femme normale. Totalement trivial, et tout d'un coup ça devient un personnage quoi. Ouais, je sais pas, dans le roman. Oui, je trouve ça. Je suis assez d'accord avec le.
disons que et on revient en fait sur la question de l'écriture au départ, c'est est-ce qu'on se lance dans des écritures qui sont des écritures, j'allais dire, qui roulent des mécaniques avec des twists, des retournements de situation, une espèce de technique à la, comment il s'appelle ce scénariste que j'aimais bien, David, quelque chose, la maison des jeux. Comment ça s'appelle? David Mamet. Ouais, à la David Mamet. Il y a une espèce de pulsion, il y a toujours deux tropismes en fait dans un film. On a la pulsion de faire un scénario qui est hyper verrouillé. House of Games. Ouais, c'est génial. J'adore ce film-là. C'est un grand film. Et d'un autre côté, on a une autre pulsion, un autre tropisme qui serait plus dans l'angle du documentaire sur le visage. C'en était un, moi j'ai toujours vécu comme un documentaire. House of Games. Enfin, c'est un documentaire sur les pickpockets, sur la façon dont les pickpockets vivent à New York. Sauf que c'est tellement verrouillé à la fin que non. Tout est désarticulé. Je pensais plus à l'affaire espagnole, un truc qui s'appelle machin. L'auberge. Non, l'auberge espagnole, c'est Cédric Lapiche, c'est pas David Mamet. Non, la prisonnière espagnole. La prisonnière espagnole. Merci. Excusez-moi. Il y a un très très haut niveau là. Il y a un haut niveau de circulation. Non, mais il n'est pas loin surtout. Non, mais alors c'est probablement de l'information, mais c'est vrai que j'avais trouvé que. Je pense toujours que le point de départ de House of Games, c'est le documentaire sur les petits mecs, comment ils vivent leur journée dans le petit New York, comment ils font leurs arnaques de tous les jours. Là-dessus, il a greffé, évidemment, en tant que bon scénariste, une histoire qui est absolument incroyable. Mais qui est tellement pleine de rebondissements que tu ne peux pas imaginer. Oui. Je pense que son point de départ, c'est le plaisir du retournement de situation, du twist, de l'excitation de surprendre le spectateur. Jusqu'au point de confondre la réalité. Il y a un moment avec l'histoire de la valise, là on ne sait plus où on est. Je m'en souviens plus assez mince. Mais en tous les cas, voilà, l'idée c'était, soit on est dans ce côté-là, de ce point de vue-là, de foi dans la fiction, qui est quelque chose qui nous emmène dans une espèce de divertissement qui nous fait nous oublier, soit on est dans un divertissement qui nous fait nous identifier et nous ressembler. Et c'est vraiment, c'est la phrase d'Arnaud, alors là malheureusement comme JT, elles sont là quasiment à chaque fois que je parle, et c'est une phrase qui m'a marqué, qui est celle d'Arnaud en recevant c'est de dire l'intime ça nous rassemble. Donc d'une certaine manière, c'était vraiment le projet de ce film-là spécifique, qui contrairement aux autres films que j'avais fait, et tu as raison de citer qu'ils étaient assez différents, qui n'ouvrent pas une porte vers un inconnu, mais qui ouvrent une porte vers un papier peint qu'on connaît un peu intimement, en tous les cas que ceux qui sont urbains, qui ont ce niveau de vie qui n'est pas non plus ni super bourgeois, ni non plus de classe de prolétariat. Mais voilà, ce serait un sujet, on va dire, que comme dans Kramer contre Kramer, comme dans ce type de films qui sont des expériences collectives qu'on a traversées, on va parler de quelque chose qui est extraordinairement banal, mais sur lequel on ne met pas des mots. Et ce film, il va le regarder. Et effectivement, on va le regarder longtemps, et à la fin, ça va nous dire, on va s'identifier à ça. Alors, j'ai une question, une scène qui m'a posé question. C'est la scène, je ne dévoile rien même pour les gens qui ont... C'est la scène de l'accident. Ouais. Tu la trouves très écrite par rapport au reste. Je trouve que c'est une dramatisation du récit. Je me suis dit, est-ce qu'il y avait vraiment... Mais c'est plus une question qu'une affirmation, mais est-ce que le récit avait vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ce moment-là, ce petit kilomètre, pour la retrouver avec sa Minerve, sur une chaise d'hôpital? D'autant que je ne vais pas au bout de la scène, parce qu'en fait, dans cette scène-là, et je le sais, j'aurais dû faire revenir Chiara Mastroianni. Je trouve que là où tu as raison, c'est que de toute façon, si tu me dis un truc qui ne va pas dans un de mes films, je serais toujours d'accord. Là, j'ai non, mais c'est une j'aurais plutôt tendance à dire, mais évidemment, c'est pas du tout nécessaire. Non, mais c'était une question. C'était une question que je me suis posée pendant le film. Je me la suis posée aussi. Je trouve que, en effet, il y a une espèce de truc, comment dire, de disruption, tu vois, dans l'écriture. L'écriture, elle est extrêmement, j'allais dire, j'ai dit le mot disruptif ou pas, parce que c'est vraiment savoir. C'est pas le mot, il y a une césure, quoi, là, c'est pas la même langue, c'est pas la même grammaire du film, c'est vrai. Je me suis rattachée quand même à l'idée que comme elle racontait qu'elle avait perdu sa mère dans un accident de voiture, et comme c'était vraiment relié à une expérience très personnelle qui était que quand je suis une femme qui suis belle-mère, et les moments les plus terrorisants, indépendamment du fait que je suis pas une très bonne conductrice tout court, c'est quand on n'est pas bonne conductrice avec des enfants qui ne sont pas les siens dans une voiture. Ça, c'est l'enfer. C'est vraiment, l'enfer. Je crois qu'il y a pire, mais disons que c'était le type d'expérience qui m'a suscité, provoqué une certaine prise de conscience de la responsabilité, de l'amour que je pouvais leur porter, qui pouvait me projeter dans la tragédie, le tragique, etc. Et d'ailleurs, c'est bien que la première fois que j'ai eu on est en France, donc on n'a pas de permis de port d'armes, à part mon père qui fait du tir à l'arme. J'ai découvert ça il y a une semaine, genre j'y vais, ça me détend, ça me relaxe, ce qui m'a vraiment inquiétée. Mais bon, donc à part quelques personnes bizarres autour de moi,
on n'a pas d'arme. La seule fois où je me suis dit, tiens, voilà une arme que j'ai dans les mains avec laquelle je peux me tuer et tuer, c'est quand j'ai eu le permis de conduire. En fait, ça va bien. Si vous voulez, je peux vous déposer quelque part, parce qu'en vrai, je peux quand même conduire. Mais c'est quand même ça que je me suis dit. Et donc, cette scène-là, elle naît en même temps d'un certain désir de jouer avec le nerf du spectateur qui est de demander à quel moment l'événement va arriver, puisque c'est le principe de ce film. C'est un film sans événement. Mais justement, mais voilà. Mais il faut bien qu'on joue avec cette tension-là et qu'on se demande, bon alors attends, très bien, je suis spectateur, je me dis c'est ici que ça va arriver. Non mais le périph', la pluie, bien sûr, on y va. On est dans la tension. Hein. Et plus l'expérience qui a été racontée avant, qui était de dire, c'est une femme qui a perdu un accident de voiture. On se dit, ok, l'histoire va se répéter, voilà ce qui se passe, ça va être tragique. Non. Et en fait, ça nous mène à un autre endroit qui est, cette scène, elle existe pour mener au début de la dissociation amoureuse entre Roger et elle. Sauf que c'est pour ça que j'ai pas été au bout, et que si j'avais réfléchi à ça mieux, j'aurais fait venir un coup de fil entre Rushdie et Chiara, ou présente Chiara Mastroianni qui est là, parce que la petite a un accident. Évidemment, on appelle sa mère. On appelle sa mère et son père. Et là, mon héroïne aurait été vraiment... d'une, dans la culpabilité de l'avoir créé, de deux, elle est rien pour cet enfant. Et là, la scène, elle valait vraiment la peine d'exister. Et on comprenait qu'elle allait défaire quelque chose dans leur couple, même si je l'ai fait de manière un peu infra, là, on le comprenait vraiment. Et je pense qu'il y a même des spectateurs, y compris américains, qui disaient « mais je comprends pas pourquoi ils se séparent, ça avait l'air d'être super bien entre eux, il est vraiment con cet Ali ». Et je disais « bah non, en fait, ça a été amorcé là. Moi, je comprends très bien qu'on se sépare de quelqu'un quand on a eu cette frayeur-là, à ce moment-là. Et qu'on s'est dit le jeu n'en vaut pas la chandelle, j'ai pas de lien, etc. Est-ce que j'ai répondu à cette question? Oui, mais c'est très agréable. Non, mais c'est intéressant d'avoir... oui, mon point de vue dessus, ouais, sur le point de vue, et puis l'ego non plus qui n'est pas là au milieu. Il est énorme ailleurs. Hein. Il n'est pas là pour entendre ça. Voilà. Non, juste une dernière question sur la musique. Je suis très contente d'entendre Monk, déjà. Ouais. Et parce que je trouve... Et juste une question, mais c'est une question, on est un peu débile. Mais Les Eaux de Mars de Moustaki, je me suis dit, mais pourquoi elle n'a pas passé en la version de Tom Jobim? C'est un truc débile. Alors, je l'adore, voilà. Je l'adore, mais d'abord, c'est très surprenant. D'abord, je trouve qu'elle est juste parfaite, juste pour la fin du film. Tu sais que la fin de Worst Person in the World de Joachim Trier, elle se termine par Les Eaux de Mars par Jobim. Ah d'accord, ok. Alors, surprenant, donc moi je fais le film... Ça arrive souvent. Question plus globale par rapport à la musique bien dans sûr. le film. Non, mais ça c'est intéressant parce que c'est tout. Sinon, je vais te répondre un truc générique sur la musique, c'est très important pour moi. Là, je travaille avec un compositeur, vraiment j'y pense beaucoup. Avant, c'est pas au hasard, etc. Je suis mélomane, etc. Mais le truc intéressant, c'est que donc le Monk dont tu parles au départ, c'est Panonica, et qu'il y a deux thèmes de Panonica, et qui est en fait le thème du Vadim, Les liaisons dangereuses 60, qui est. Donc c'est vraiment. L'extrait qui est montré au début du film, dont on va voir quelques images si vous voulez, et qui est avec cette musique-là, qui est la BO, le score vraiment du film de Vadim. Donc moi j'ai construit la scène à partir de cette musique-là, et le générique de début, etc. Et dans Les Eaux de Mars, donc de fin, j'ai un bin, enfin une sorte de chutier avec les musiques qui seront importantes pour moi au moment de l'écriture. Ça en faisait partie. Ma monteuse installe ça à la toute fin. Je me souviens que je trouve ça trop... too much, quoi. Je me dis c'est trop sentimental, et elle me dit si, garde-le, on le garde, et à ce moment-là sort le film de Joachim Trier, et je vois que il a le dernier plan, son dernier plan c'est ça. Je me dis c'est quand même, et mon film était déjà mixé, enfin fin de mixage, un truc comme ça, donc je l'ai pas changé, mais ça m'a intéressé, je me suis dit tiens c'est drôle de terminer, donc j'étais d'autant plus heureuse de ne pas prendre la version... Non mais j'aime beaucoup la version de Moustaki, mais c'est vrai que quand, dans l'oreille, quand on a le duo Jobim et tout ça, il y a une sorte de jeu comme ça en plus. Mais je crois que j'aime... Ouais, mais bon, après... Ça c'est vraiment... Moi j'aime bien celle de Moustaki. On a le temps de regarder ça ou c'est pas la... C'était pas la peine. Moi je vais lancer le film, mais qu'on ait le temps, que les gens aient le temps de... Voilà. Mais juste une dernière question, est-ce que tu allais voir le documentaire d'Alain Gomis sur Monk, justement? Mais non, mais j'ai vu Alain. Mais il faut que tu ailles le voir. J'ai adoré, évidemment, féliciter, et je sais qu'il préparait le film, le public de Monk, qui coécrit avec Gaël Massé, qui était la scénariste de Grand Central et Belle Épine. Et donc, non, j'ai pas vu le film encore. Mais ça a l'air hallucinant. C'est sorti ou... Oui, c'est sorti en salle, Mais ça a l'air violent, surtout. C'est violent, mais qu'est-ce que c'est... C'est un documentaire sur une apparition en fait télé de Télémus Monk, dans lequel il y a... Mais qui est en ce moment? Oui, qui doit jouer encore. Hyper violent, hyper raciste, tu l'as vu? Il faut voir ce documentaire, c'est une réussite. C'est encore en salle là? Oui, ça s'appelle Renew and Play, Rewind and Play. Rewind and Play. Rewind and Play, tu vas aller voir ça. Ok.
Un grand merci à toi, Rebecca. Merci à vous. Merci beaucoup. On a les DVD qui sont sur la table. Rebecca va rester assise ici. Il y a les stylos qui sont sur la table.